Bon, tout d'abord, merci à vous d'être là pour ce dernier webinaire de l'année de la taverne. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'impact des LLM sur le test. Voilà. On avait fait, il y a moins de 2 ans, un, un webinaire sur l'IA et le test, les impacts de l'IA sur le test. Et à cette époque, les LLM et ChatGPT n'étaient pas encore sortis. Donc même si c'est un des webinaires les plus récents de la taverne, c'était aussi un de ceux qui était le moins à jour. Donc on revient sur ce sujet aujourd'hui avec deux des participants qui étaient là la dernière fois, qui sont Bruno et Antoine, qui interviendront juste après. Donc en quelques mots, euh, la taverne des webinaires. Donc, c'est sur le prochain slide, Bruno. Euh, voilà. C'est un nouveau design. C'est plus de 10 000 visiteurs par mois. C'est 1 000 vues par jour ouvré. Plus de 600 articles. Je dirais même que on est passé euh, en, on est passé à plus de 650 maintenant, avec des articles de nombreux auteurs. Cette année, là, depuis le nouveau branding, il y a eu beaucoup d'articles d'invités. La chaîne YouTube et voilà, des webinaires pour les rediffusions de la chaîne YouTube. Donc les webinaires de la taverne, on parle de sujets qui éveillent la curiosité, surtout des sujets innovants ou des manières différentes de tester. On est là pour échanger, on est là pour discuter, on est là pour parler. Donc pendant toute la durée de ce webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, directement dans le chat ou dans l'onglet questions-réponses. Voilà. Donc sur ce, je vais laisser la parole à nos deux spécialistes du sujet. Merci Marc. Bonjour Bruno. Bonjour à vous tous. Bonjour Antoine. Bonjour Voilà, Marc. Antoine Emer. Donc moi je suis chez Sogeti. Je suis donc directeur technique pour l'ensemble du groupe Sogeti. Voilà, et donc ça fait un certain temps, plusieurs décennies déjà que je suis sur ce métier-là, aussi passionné que toi Bruno. Merci Antoine. Ben, effectivement, moi aussi, je suis un peu dans cette animation de l'enjeu de l'IA pour les tests, hein, avec à la fois un rôle sur l'équipe IA de Smart Testing, qui développe de la technologie IA pour les outils de test, conception de test en particulier. Et puis, au sein du comité français des tests logiciels, on en dira un mot, mais donc, on a une nouvelle initiative que j'anime, qui est un groupe de travail testé avec l'IA générative, avec l'idée de produire des ressources communautaires, dont, y compris une enquête, hein, dont je vous parlerai tout à l'heure, mais aussi des ressources en matière de prompting. Donc, vous voyez, on lance déjà un démo du sujet. Donc, on va poursuivre avec toi, Antoine, hein, qui va un peu introduire le sujet finalement, comme il a évolué, et quelle est la place des LLM dans l'IA plus généralement. Exactement, bien évolué d'ailleurs depuis le dernier mois. Alors, euh, j'aime bien effectivement simplement prendre un peu de recul et non pas parler de l'intelligence artificielle d'un point de vue, on va dire, holistique, mais simplement se rappeler que on utilise déjà dans le test, peut-être sans le savoir, déjà de l'intelligence artificielle. Souvent, pour des cas d'usage qui sont assez techniques, assez complexes, on a eu des reconnaissances d'objets, on a eu ce qu'on appelle le jumeau numérique pour l'évolution du model-based testing, on a eu tout ce qui est analyse de métriques, on est passé du descriptif au prédictif, au prescriptif. Encore une fois, pour des cas d'usage qui sont assez techniques. Là, ici, effectivement, on va regarder autre chose, puisque les LLM, effectivement, même si elles font partie de l'intelligence artificielle, permettent d'adresser un autre type de problème. Et, et je me permets de le répéter parce que je l'ai vu même chez certains de nos clients qui sont assez pointus. Les LLM ne sont pas là pour adresser tous les sujets et tous les problèmes. Alors, il y a souvent, on a parlé d'hallucination pendant un certain nombre de temps, de mois. Euh,
Et je pense qu'il faut faire attention, nous, de notre côté, de ne pas halluciner également. Il y a une forme d'hallucination humaine plus que les machines en disant à quoi ça va servir. Donc, si on reprend effectivement notre cheval de bataille, le LLM, on va regarder donc 70% des activités du cycle de vie de logiciel ne sont pas adressées, gérées par le code. Et donc, toutes ces activités-là sont aussi complètement adressables par les modèles. Alors, encore une fois, je parle vraiment de problématiques qui sont gérées sur du texte et sur du langage naturel. Alors, c'est très important pour moi de faire ça pour dire, voilà, on a des problèmes qui sont basés sur du langage naturel et donc les LLM peuvent être intéressants. Voilà. C'est un point essentiel voilà, pour se focaliser sur ce qu'on peut adresser et non pas par adresser tous les problèmes avec la techno. Voilà, un peu de pragmatisme. Exactement. Et peut-être, hein, pour insister sur le caractère novateur et pourquoi finalement il y a une forme de rupture, hein, que Antoine va aussi étayer, c'est le fait que ces modèles sont préentraînés, hein. Ce que je veux dire par là, nous qui avons pas mal expérimenté l'IA précédemment, il fallait qu'on entraîne nous-mêmes la donnée, alors que là, on part de modèles déjà préentraînés sur des très grands corpus de données. Et c'est un point de départ qui permet de les opérationnaliser immédiatement sans avoir ces phases préalables qui étaient celles finalement qu'on avait encore il y a quelques années, hein. Donc c'est un élément de changement important. Et c'est aussi pour ça que ben, on vous parle de l'impact, hein, qu'on est en train de vivre. Voilà. Alors, il va falloir effectivement aussi faire attention pour rentrer dans le détail en disant sur quoi c'est pré-entraîné et avec quoi, bien évidemment. Est-ce que si jamais j'utilise des modèles, est-ce que mes données vont être utilisées? Enfin, il y a plein d'autres questions qui arrivent au fur et à mesure. Alors, effectivement, les capacités, j'espère que tout le monde dans le webinaire a déjà, on va dire, au moins joué avec ça et au mieux vraiment implémenté ça déjà en production. L'interprétation, l'analyse de tout ce qui est multimodal, c'est-à-dire pas uniquement des textes, mais des écrans, des copies d'écran, des diagrammes, des flows, etc. L'analyse, oui, il y a pour moi aussi une forme de capacité de raisonnement. Alors, il y a beaucoup de discussions en disant est-ce que ces modèles-là sont vraiment intelligents, est-ce qu'ils peuvent raisonner. Peut-être trop de réflexion sur le comment et moi, quand vraiment j'utilise tous les jours, c'est pas forcément le comment, l'architecture qu'il y a derrière qui m'intéresse, c'est la qualité de ce que je peux sortir de ces outils-là. Donc, quand je vois le mot analyser et le mot peut-être raisonner, même si c'est des moteurs de probabilité, la qualité de ce qu'on a, qui est quelquefois supérieure à des humains quand on parle de compréhension, de hiérarchie d'éléments dans des spécifications, dans des katas, etc., et qu'on en ressort quelque chose qui est intéressant. Moi, je parle de raisonnement d'un point de vue résultat. Alors, la génération, effectivement, la génération des conditions de test, la génération des cas de test, la génération de code et la génération de jeux de données synthétiques, énormément de capacités autour de là, qui est vraiment la capacité, tout ce qui est génération-création, c'est vraiment le cœur des capacités. Aussi, quand les instructions sont correctes, la faculté de synthétiser, l'évaluation, la correction. Donc voilà, vraiment tout un ensemble de cas d'usage qui sont vraiment focalisés voilà, sur le langage naturel, mais au-delà, effectivement, avec l'amélioration de technologies, donc j'ai dit le multimodal. Et bien évidemment, on a déjà, nous, des demandes de certains de nos clients qui disaient, oui, j'ai filmé une session, est-ce qu'on pourrait aussi en extraire la substantifique moelle pour générer des choses? Voilà. Bruno, tu sais pas si tu as quelque chose aussi à rajouter? Non, ben, en fait, quand vous regardez ces activités, vous apercevez que finalement, dans les activités des testeurs qui sont assez variées, hein, c'est aussi ce qui caractérise notre métier, c'est que il y a des activités, des tâches variées. Eh bien, on est souvent en situation d'interprétation, de production ben, d'une mise à jour de cas, de synthèse de rapports et d'évaluation de couverture. Donc, vous voyez, ça résonne, ça résonne. C'est ça le point que je veux mettre l'accent, c'est que les capacités des modèles d'IA génératifs de type LLM résonnent avec les activités quotidiennes des testeurs. Alors après, évidemment, il y a plein de questions hein, qui se posent sur comment on va mettre ça en musique, mais la base, le fondement est quand même bien en résonance avec nos activités. Voilà. Ouais. Alors,
Bon, il y a effectivement certaines capacités, on l'a vu. Je voulais présenter ou partager avec vous, on va dire, un cas d'usage qui est simple, voire simpliste. Vous imaginez donc un cas d'usage qui est très simple, hein, qu'on reçoit soit du product owner ou d'un business analyst. Voilà, donc on est une société d'assurance et on doit générer des prêts pour une certaine type de population qui est strictement âgée entre 18 et 55 ans. Tous les mineurs sont interdits. Et puis, malheureusement, pour les personnes au-dessus de 55 ans, c'est un peu plus cher. Donc, ce n'est pas le prêt standard. Donc, le prompt qu'on peut avoir, auquel on peut penser, c'est générer des cas tests en appliquant l'analyse de tests de ce que j'appelle boundary, de valeur limite à quatre valeurs. Alors, quand on est testeur, on connaît les tests aux limites. Et quand on est un peu un testeur avancé, on comprend ce que ça veut dire à quatre valeurs. Ça veut dire que on va tester de manière un peu plus précise les limites qu'on a dans le cas d'usage qu'on reçoit. Donc ici, on pourrait imaginer d'avoir au minimum pour la valeur de base test, la petite valeur, on va dire le bottom 17 et 18, et effectivement quelque chose qui est proche de 18, 19, pourquoi pas 20, 21, et pareil pour la partie rouge, ça peut être 14, 15, 16. Ici, j'ai choisi 16, 17, 18, 19, qui véritablement comprend des tests aux limites à quatre valeurs, et pareil pour la limite du haut. Donc on se dit, bon, le cas d'usage est quand même simple, et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a généré ce prompt avec ce cas d'usage-là sur quatre modèles, et là je vous parle d'un test qui a été fait il y a quatre semaines, donc quatre modèles, et là tu peux y aller, voilà. Donc le premier modèle nous a donné une analyse de test aux valeurs limites à deux valeurs uniquement, donc on s'est retrouvé avec quatre cas de test uniquement, le modèle 2 avec trois valeurs, le modèle 3 avec quatre valeurs, mais il y avait une valeur qui n'était pas exacte. Il y a un seul modèle sur ce cas d'usage-là, encore une fois, qui est relativement simpliste, qui nous a véritablement sorti ce que nous, on souhaite en termes de testeurs. Donc, effectivement, Bruno, tu l'as dit, les modèles sont préentraînés, mais on le voit déjà que quand on a affaire à où on va taper on va dire dans la préconnaissance ou dans l'éducation ou la connaissance qu'ont ces outils ou ces modèles de techniques de test, il y a déjà sur des modèles, sur des cas d'usage ultra simples, des problématiques. Donc on s'est dit maintenant, si on met ça en production sur des cas d'usage qui sont beaucoup plus complexes que ça, alors on n'est peut-être pas obligé de faire du test aux valeurs limites à quatre valeurs, qui est peut-être un petit peu intéressant, mais uniquement pour on va dire des user stories qui sont un peu plus complexes ou à niveau de risque élevé. On va se dire, oh là là, est-ce que vraiment je peux faire confiance dans ces modèles-là? Donc il y a... Justement, Oui. en parlant de confiance, il y a une question de, d'un auditeur, c'est comment s'assurer que la réponse du LLM est correcte et qu'on peut s'appuyer dessus. Alors ça, c'est une question absolument merveilleuse et typiquement celle d'un testeur. Donc c'est exactement moi la question que je me pose tous les jours. Le premier point, c'est un peu ce que tu voulais dire, Bruno, tout à l'heure. Je paraphrase. C'est l'utilisation de ces modèles-là nous met en face d'un miroir. C'est est-ce qu'on est en capacité, nous-mêmes déjà en tant qu'humains, de challenger ce qui sort? C'est le premier point. Et j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de clients ou de personnes qui pensent savoir et finalement, notre propre connaissance, finalement, peut être un petit peu un défaut. Alors, c'est un peu dur. Je me mets un petit peu, moi aussi, face à mes propres ignorances en termes de complaisance. Premier point, c'est est-ce que l'homme est en capacité de challenger le résultat de l'outil? Et le deuxième, eh bien, c'est faire des tests. C'est faire des tests et trouver effectivement une façon de générer une forme de consistance dans les résultats. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'ici, on a deux types de connaissances. On a une connaissance explicite. La connaissance explicite, c'est l'input, l'entrant qu'on a, le prompt, l'instruction, mais il y a également une connaissance implicite qui fait partie de notre expérience. Et malheureusement, toute cette connaissance implicite et cette expérience-là n'est pas connue par les modèles. Donc ça veut dire qu'il va y avoir pour générer, on va dire, des résultats de qualité de manière consistante, euh, un effort de notre part pour transformer notre connaissance implicite et notre expérience implicite en connaissance explicite pour l'outil. Ça veut dire qu'on va devoir avoir des prompts, des instructions
des choses qui viennent de nous, qu'on va devoir véritablement fournir au modèle pour lui expliquer ce qu'on veut faire et trouver effectivement, au fur et à mesure de tests, trouver des prompts, des chaînes de prompts qui nous permettent d'avoir des résultats cohérents. Cohérents, je veux dire par là, si on fait 10 fois le même cas d'usage, est-ce que je vais avoir au minimum 8 fois le même résultat? C'est compliqué parce qu'encore une fois, ce sont des modèles de probabilistiques et non pas des problèmes déterministiques. Depuis qu'on est né, on a à peu près tous la même génération, peut-être qu'il y a des gens un peu plus jeunes qui sont là, on a toujours été habitués à travailler avec des systèmes déterministiques et là, pour une fois, effectivement, on doit se remettre en cause. Donc, par défaut, je dis, on va jamais malheureusement pouvoir s'assurer à 100% que les réponses sont parfaites, parce que c'est basé sur de la probabilité. En revanche, effectivement, on va pouvoir mettre en place, et on va le montrer un petit peu plus tard, comment on va s'assurer de ça pour avoir le plus grand taux de cohérence et de consistance et de qualité, même si on ne pourra jamais atteindre un 100%, avec ce type de technologie en tout cas. Ouais, pour la contextualisation, il y a diverses techniques qui seront présentées. Mais après, de manière générale, on est testeur, on sait qu'on ne peut jamais s'appuyer totalement sur ce qu'on nous envoie ou sur ce qu'on nous passe, et que ça soit d'origine humaine ou logicielle. L'IA, c'est une origine logicielle, donc on pourra jamais totalement s'appuyer dessus. Après, effectivement, je pense que Bruno en avait parlé, mais il y a effectivement un autre métier hein, qui est le nôtre. Nous, on teste, alors que ce soit des applications modèles, des ERP, enfin, du web et des applications lourdes, peu importe, mais il y a aussi le test maintenant aussi de Generative IA qui arrive. Hein. Et on en avait parlé, Bruno, il me semble, de ce sujet-là. Bon, c'est encore un autre sujet. Bien sûr, et d'ailleurs, il y a une certification ISTQB hein, sur ce thème-là, mais le point soulevé est un point clé, et effectivement, les questions liées aux métriques, les questions liées aux critères d'évaluation et à la combinaison entre la revue humaine et des éléments de revue automatisés est l'approche la plus pragmatique aujourd'hui. Mais peut-être euh, que du coup, en se projetant sur les tâches, Antoine, un peu sur le cycle de vie, on pourra aussi rentrer dans le détail des différentes capacité, donc plutôt utilisation de l'IA générative sur les workflow tests. Mm. Alors, le premier point à voir, chez Sogeti, on s'est, comme société de service, naturellement, on s'est penché sur la transformation, l'impact que ça pouvait avoir, mais pas simplement d'un point de vue théorique et slide, mais vraiment d'un point de vue concret. Et malheureusement, il y a un point qui peut-être qui est en dehors de la techno, c'est notre travail dans le test est aussi bon que la qualité des entrants euh, pour notre métier. Et régulièrement, malheureusement, alors ça fera sûrement sourire certains, c'est que la qualité des spécifications, des exigences et la qualité des user stories qu'on a en patrimoine ou qu'en héritage de d'autres personnes n'est pas forcément de très grande qualité eh bien, ce qui impacte profondément notre travail. Notre travail, vraiment, si on a des user stories qui sont très bien définis, avec des critères d'acceptance très bien écrites, sans ambiguïté, ça forcément nous permettra d'identifier, on va dire, les bonnes techniques de test à aborder pour chaque outil, pour chaque user story, etc. Et donc, on s'est dit, le premier point qu'il faut faire dans l'implémentation de Generative IA, c'est d'abord de regarder la qualité des spécifications et donc notamment d'aller un petit peu au-delà de nos prérogatives et d'aider les business analysts à générer des exigences. Pareil ensuite dans la génération d'exigences, permettre de les affiner, permettre de les transformer en user story, qui soient effectivement bien faites, bien construites, peu importe l'outil qu'on a d'ailleurs, que ce soit Azure DevOps, Jira ou autre, peu importe également nos techniques. Ensuite, aborder les techniques de test avec tout un ensemble d'activités que vous pouvez voir à l'écran, la planification, le suivi, les contrôles, l'analyse, la conception, l'implémentation avec tout ce qu'on a dit un peu tout à l'heure, et puis aussi d'aller jusqu'au script automatisé, hein, que ce soit fonctionnel, mobile, intégration, performance, etc. Et puis quand on parle de clôture, bien évidemment, ça ne s'arrête pas là. Hein. Il y a toujours la feedback loop, surtout quand on est en mode agile, avec les rapports de test, etc. et les métriques. Voilà. Donc ça, c'est très important. Et pour rejoindre tout à l'heure la question qui était là, pour arriver à finalement à avoir un peu de cohérence et d'avoir des résultats de qualité,
En fait, chez Sogeti, on s'est dit, si on est simplement dans la fabrication de prompts, qui n'est absolument pas notre métier, alors effectivement, moi, je suis pas du tout dans le... Je crois pas qu'il y ait des ingénieurs de prompts, hein, comme on a pu le voir peut-être l'année dernière, une espèce d'excitation dans l'industrie, mais plutôt des prompts comme... Voilà, ce sont des compétences que j'acquiers, comme du code, comme de la compétence Excel ou Tableau ou n'importe quoi. Voilà, c'est vraiment des compétences. Donc, pour générer de la qualité, et si tu veux aller sur la slide suivante, Euh, pour revenir là-dessus, il y a une question aussi sur l'impact de l'IA sur le métier de testeur. Est-ce que ça va remplacer ou amplifier? Donc, il y a eu des débats dans certaines équipes, et ils en sont venus à l'idée que pour la contextualisation et pour de nombreux sujets justement implicites, le testeur sera là. Donc, en fait, que ça va plus être un amplificateur. Est-ce qu'il y a, Mhm. il y a des Oui, oui. éléments? Ben, je vais peut-être répondre sur ce point parce qu'il me paraît résonner avec le précédent sur la question de la confiance finalement. Et en fait, ces technologies qui sont extraordinaires hein, par leur capacité, elles sont aussi limitées par la persistance et les garanties qu'elles donnent. Et à l'arrivée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je délègue une partie de mon travail ou l'équipe délègue une partie de son travail IA, eh bien, c'est l'individu ou l'équipe qui est responsable de la qualité du travail et pas l'IA. Hein, faut vraiment poser ça comme postulat parce que finalement, comme tout outil, hein, eh bien, c'est la question de comment on l'utilise, comment on le maîtrise et c'est la responsabilité de la mission qu'on nous confie. Donc, bah, pour moi, il n'y a juste pas de débat, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, on est en train de vivre une transformation du métier par amplification, on parle d'augmentation souvent, mais en ayant bien en tête que la responsabilité de la qualité de l'output, des livrables, hein, de tests, c'est absolument et toujours et encore celle des testeurs, mais évidemment, on a des opportunités pour faire certainement mieux dans certains cas, mais certainement plus vite dans d'autres et combiner. Et c'est ça qu'on doit s'approprier. Mais voilà, je ne sais pas si mes camarades, si Antoine, tu es d'accord avec ça, mais voilà, pour vraiment pas de débat, hein. C'est entièrement vraiment d'accord. de l'augmentation et l'humain reste celui qui est responsable de la livraison. Oui, oui, tout à fait. C'est d'ailleurs dans toutes les expérimentations qu'on a fait, peu importe l'industrie automotive, bancaire, gouvernementale, etc., la notion qui revient à chaque fois, c'est pas juste ce qu'on appelle en anglais human in the loop, hein, c'est l'expert in the loop. Et, mais je vois bien qu'également, l'utilisation de ces modèles-là requiert encore plus d'expertise dans notre métier. Alors effectivement, quand on commence, on peut très bien faire, on va dire, de génération de cas de tests, on va dire, pour les chemins courants, des chemins ou scénarios invalides. Euh, je vais appeler ça peut-être malheureusement un peu basique, c'est-à-dire que les modèles aujourd'hui sont capables de faire ça très très bien. Et je vais le montrer bientôt. Mais c'est est-ce que je connais suffisamment, par exemple, de techniques de test en termes de couverture par rapport à des process, par rapport à des données, par rapport à la notion de combinatoire, etc. Est-ce que je sais, par rapport à la priorisation et au niveau de risque de la user story que je dois tester, ou un ensemble de user story que je dois tester, savoir comment l'aborder d'un point de vue test pour augmenter ma couverture de test et minimiser l'effort. Et ça requiert en fait encore plus de connaissances peut-être et parce que les modèles vont faire ce qu'on fait de base déjà de manière très très bien. C'est ça. Donc, l'expertise qu'on va avoir sera encore plus pointue et voilà. Et c'est vraiment ça ce dont on va se servir. C'est Voilà. ça. Et donc, ce dont Antoine parle, c'est bien de l'expertise test, c'est-à-dire la capacité à maîtriser les résultats de l'IA générative pour avoir cet effet d'augmentation, d'amplification, est relié aussi à la capacité de la maîtriser du point de vue du métier du test. Et donc, ben, on arrive quand même à cette conclusion que c'est pas déshabiller les compétences dont on a besoin du point de vue test, mais c'est les renforcer pour pouvoir effectivement maîtriser ces technologies du point de vue du résultat. Tout Donc, à fait. Je vais vous voilà. partager une petite histoire. Enfin, c'est vraiment très rapide. Je suis allé en Finlande en début d'année
Et j'ai rencontré le responsable qualité donc dans un client assez connu en Finlande. Et donc, on a discuté. Puis après une petite démo qu'on lui a fait, il m'a dit c'est incroyable ce qu'on peut faire avec ces outils-là quand on sait ce qu'on cherche et quelles questions poser. Et aussi être en capacité de l'analyser. Encore une fois, c'est nous, en fait. On est comme un chef d'orchestre. Autant faut-il comprendre la musique, on va dire. Alors, donc, je vais vous donner un exemple concret. Donc, c'est une plateforme qu'on a créée, euh, puisqu'on s'est dit, les testeurs, ils vont pas passer leur journée à partir de maintenant à plus tester, mais à créer des prompts ou à créer des instructions. Notre métier, c'est de tester. Donc, on va pas bouleverser notre métier parce qu'il y a les modèles et se transformer en crafteur de prompts, en écrivain d'instructions. Un, qui n'est pas forcément évidente, et deux, qui nécessite plein de choses en termes de sécurité, en termes d'intégration. Donc, on a construit chez nous donc une plateforme qui est vraiment basée sur Generative IA, hein, qui va taper vraiment dans la puissance de Generative IA, donc, qui est basée sur du cloud, du cloud, je dis ça comme le prénom, que ce soit comme sur n'importe que ce soit du Google Stack, de l'Amazon ou de l'Azure, qui va être agnostique en termes de modèles. En revanche, tous les modèles ne sont pas égaux. Ça, c'est encore aussi un autre point. Tout le monde se lance un peu dessus dans les modèles, mais attention, dans leur capacité à raisonner, entre guillemets, encore une fois, et à répondre à nos cas d'usage n'est pas tous la même. D'ailleurs, je l'ai présenté dans le cas d'usage avec les tests au limite. Et puis, il y a beaucoup de questions en termes de sécurisation des données. Donc ici, on a créé une plateforme. Tous les prompts, toutes les données de nos clients, toutes les données de connaissances qui sont dans l'outil ne sont absolument pas partagées avec les modèles de fournisseurs. C'est très important parce qu'il y a toujours une peur complètement légitime en disant on ne va pas utiliser les modèles puisque ça, ils vont se permettre de s'entraîner avec nos propres données. Des notions de coût également qui sont extrêmement importantes. Alors, on ne le voit pas peut-être pour si on utilise un chat GPT, mais quand on est dans un mode entreprise, où on fonctionne généralement par API, toutes les interactions, dont un, sont transformées de mots en tokens, qui est la partie technique de modèle, et tous les tokens ont un coût. Facturé. Exactement, sont facturés. Donc, on se retrouve quelquefois avec une utilisation qui est hyper simple, parce que c'est finalement des prompts, et on va se retrouver dans la même problématique qu'on a eu quelques années dans le Move to Cloud, où on bougeait tout vers le cloud, et puis après, on s'est retrouvé avec de la facturation absolument immense. Et là, on peut se retrouver avec la même chose. Donc, dans cette plateforme-là, on a également des notions de coût. Voilà. Mm. Et alors, il y a peut-être un point que vous voyez sur le côté, c'est le point de vue intégration. C'est un des points que j'ai mis moi en dernier dans cette plateforme, parce que je reviens exactement à ce qu'on disait avec Bruno. C'est si jamais il n'y a pas la notion d'expertise, c'est-à-dire que c'est l'humain qui va utiliser une plateforme modèle et automatiquement, il va tout envoyer vers un Jira ou un Azure DevOps parce qu'on est habitué à le faire. Finalement, et je crois que quelqu'un le disait dans le chat, on va se retrouver finalement à avoir du bruit avec de la mauvaise qualité, que ce soit de user story de test, dans un repository. Et l'intégration, moi, je l'ai mis vraiment en dernier, pas d'un point de vue techno, parce que c'est ultra facile à faire, mais d'un point de vue culturel. Voilà. Et donc, ça, c'est important. Donc, qu'est-ce qu'on a dans cette plateforme-là? En fait, on a repris le cycle de vie, et je vais voilà, qu'on avait avant. Merci. Si on veut revenir sur le bruit, vu que tu rebondis sur la question, il y a des paramètres au niveau d'IA qui permettent de laisser plus ou moins de liberté à l'IA et l'utilisation de ce paramètre. Et est-ce que en fait, quelles sont ses conséquences potentiellement négatives, notamment en ayant des fails qui ne devraient pas être fails ou en sous-estimant Ouais, c'est la peut-être. notion de température. La notion de température, en fait, il y a deux niveaux de gestion on va dire, du niveau de créativité. Il y en a une qui va se faire au niveau de l'API, donc qui est généralement cachée. Hein, par exemple, la notion de température en est une qu'on met le plus bas possible. Et ensuite, et c'est là où ça devient un peu compliqué, même si la notion de température est à zéro, c'est-à-dire la capacité à créer, il y a tellement de façons d'interpréter une instruction qu'après, là, on rentre dans les compétences de skills.
hein, pour limiter le bruit. Donc, il y a un certain nombre de frameworks qui ont été créés. Alors, moi, je ne crois pas du tout au The Perfect Prompt et tout ce qu'on a sur YouTube où les gens qui disent, ah, regardez, j'ai créé 4 magnifiques prompts ou alors sur des articles comme Medium, moi, que je lis beaucoup. Faire très attention à ça, puisque chaque cas d'usage est différent et qu'il y a notamment des techniques de prompt qui permettent, cas d'usage par cas d'usage, d'améliorer la qualité des sortants. Parce que c'est ça qui compte. Notre métier, c'est pas de raffiner des prompts, c'est d'utiliser le sortant de manière cohérente, en confiance, pour que ça puisse m'accélérer. Et c'est ça, toute cette partie-là. Donc, je vais peut-être prendre la main pour faire une petite démo justement sur ce cas d'usage-là. OK? Oui, exactement, hein. Donc j'arrête le partage de mon côté. Voilà. Et puis je pense que tu y as accès. Est-ce que c'est le cas? C'est en Alors, bas, en bas au milieu de l'écran, il y a un truc vert. ah oui. On verra partager l'écran. Ah oui. Alors, je vais devoir passer dans Zoom, dans mes sécurités, parce que je ne l'avais pas fait avant. Alors, malheureusement, je vais devoir quitter le meeting parce que Zoom et Mac me demandent de le faire et je reviens dans 2 secondes, hein, ok, si vous Ok. voulez continuer. À tout de suite. Pendant ce temps-là, Bruno, je te propose de répondre à une question. Avec les avancées de l'IA générative, on a la capacité de gérer des descriptions d'user story, critères d'exploitation, des exigences, des métriques de couverture, qui va amener à transformer nos métiers. Donc, penses-tu que avec l'IA, on va redéfinir des rôles et avoir des fonctions un peu plus hybrides ou des personnes qui vont être sur différents sujets à la fois? Voilà. Oui, alors c'est possible, hein. Il va y avoir une transformation des métiers parce que l'infusion au quotidien dans différentes tâches, j'aime bien parler de tâches parce que par exemple, analyser la testabilité d'une user story, c'est une tâche. Euh, Produire et étendre les critères d'acceptation, c'en est une autre. Donc c'est vraiment sur des tâches. Et par exemple, on a aujourd'hui l'idée qui se popularise d'avoir l'IA générative comme quatrième amigo dans les meetings très amigos, qui est évidemment un élément important puisque on a une source d'information et complémentaire. Donc j'irais dans ce sens-là. Je pense que on va avoir progressivement une forme de redéfinition un peu des rôles parce que justement les assistants vont diminuer des charges de travail sur certains aspects, conserver les responsabilités, mais il est un peu tôt pour le diagnostiquer exactement, vous voyez. C'est-à-dire qu'on avait une définition assez claire des rôles d'analyse de tests, de testeurs, mais aussi de managers. Ces rôles-là vont évoluer, et on n'est qu'au début. Mais pour moi, Et la réponse est clairement oui. Et du coup, il appartient aussi à chacun dans la profession d'anticiper un petit peu ces évolutions, parce que sinon, le risque, c'est de la subir. Voilà, ça me paraît important, cette prise de conscience collective, que cet outil-là, on doit le maîtriser. Et Mais voilà. qui dit anticipation dit acquérir des compétences et vers quelles compétences aller pour réussir justement à s'adapter à ces rôles. Alors, je suis de retour, excusez-moi. Oui. Alors, donc je vais pas forcément prendre très longtemps, mais voilà. L'idée, c'est, on a construit cette plateforme-là pour pouvoir utiliser les modèles, mais sans forcément avoir besoin de faire des prompts. Alors, on avait le low-code, no-code, moi j'appelle ça low prompt, no prompt, pour faire simple. Et donc, voilà. Donc, l'idée, c'est avec des cas d'usage qui sont déjà pré-créés avec des prompts, des chaînes de prompts, voilà, dont vous avez entendu parler. Également avec une base de connaissances. Tout à l'heure, je parlais de connaissances implicites. La connaissance implicite en matière de générative IA, c'est la notion de RAG. Ça s'appelle Retrieval Augmented Generation, RAG. Et en fait, ça permet de contextualiser l'environnement dans lequel vous êtes. Alors imaginez, vous êtes en format voilà, d'un projet et vous utilisez des acronymes, des noms secrets de projet, vous avez des choix d'architecture qui ont déjà été définis. Et donc, quand on est, par exemple, dans la génération de spécifications, plutôt que de laisser la possibilité à un modèle
d'inventer ou de prétendre comprendre ce qui se passe, on va mettre en fait, et c'est ce qu'on a ici, dans le petit truc là, c'est ce qu'on appelle une knowledge library, donc système de connaissances qui va vous permettre encore une fois de contextualiser l'environnement dans lequel vous êtes. Et ça, c'est extrêmement important. C'est d'ailleurs la première étape lorsqu'on utilise les modèles. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure par connaissance implicite. Alors, ici, voilà, c'est un exemple très simple où on va créer des spécifications. Encore une fois, je sais qu'on est un petit peu en dehors des activités pures de test, mais c'est quelque chose qu'on a mis en place parce qu'on voit qu'il y a il y a un impact très profond sur notre métier. Donc, un exemple tout simple, hein, l'interface est relativement simple. On va prendre le modèle qu'on veut. Alors ici, on en a plusieurs, mais on pourrait très bien avoir un Secure GPT en interne ou alors avoir un Flash 1.5 de Gemini, c'est pas très important. Avec, voilà, puis là, on a variabilisé un certain nombre de choses. Je suis quality engineer, je suis business analyst, je veux, en termes de spécification, un certain nombre de choses, de performance, de fonctionnel, etc. Alors, je l'ai déjà fait parce que ça peut prendre un peu de temps hein, via l'API, dépendamment des modèles qu'on prend. 4O est très rapide, mais même pas forcément le meilleur. Aujourd'hui, vraiment pour mes cas d'usage, aujourd'hui, on est avec O1 Preview, donc O1, hein, et Claude 3.5 d'Anthropic. Et donc, j'ai généré également ici l'exemple indirectement à partir d'un transcript. Ici, j'avais un transcript avec l'un de mes collègues. Voilà. Et à partir de là, je lui ai demandé, avec une chaîne de prompt qu'on ne voit pas, parce qu'encore une fois, c'est pas notre objectif, c'est pas de prompter, c'est d'utiliser ça, et de dire, voilà, je veux, en tant que business analyst, avoir des exigences de spécification que j'avais contextualisées, voilà, et là, donc, en l'espace de quelques instants, donc, il m'a donné le résumé, le tableau des exigences fonctionnelles avec les points de fonction que je peux éventuellement sortir. Alors là, effectivement, tout est en français. Après, il y a une reconnaissance de la langue de l'input, hein, que je reviens là sur le petit, là, c'est l'input qui était en français. Et à partir de là, l'output qu'on a est déjà bien fait. Donc tout ça, ici, ce sont des tableaux, des points qui sont consistants, c'est-à-dire si je le refais maintenant, je vais avoir exactement la même structure. Alors peut-être que certains mots seront un peu différents, mais on sait très bien qu'on a fait beaucoup de tests sur ça et qu'on va avoir les mêmes 4 lignes. Voilà, c'est important. Alors à partir de là, une autre étape, c'est on a des spécifications qui soient soit générées par un modèle qu'on doit revoir aussi en humain, ça c'est indispensable, hein. C'est pas parce qu'elles sont là en l'espace de, on va dire combien de temps on a mis, je vais regarder tout en bas, en l'espace de 1 minute, voilà, à peu près 1 minute 30, pour un coût de 65 centimes, que c'est bon. Voilà. Donc ici, ce que je vais faire, imaginons qu'on ait ça, ou aussi des spécifications qui soient déjà existantes. Et donc, on a un moteur qui permet de trouver les ambiguïtés. Ça, c'est extrêmement important également parce que on sait très bien, et moi en tant que testeur, j'ai déjà eu des critères d'acceptance qui ne sont pas forcément très clairs, et que ce soit d'un point de vue d'un point de vue champ lexical, d'un point de vue référentiel, d'un point de vue syntactique, etc. Donc ici, pareil, hein, on a j'ai appelé ça moi des défects, des défauts en termes d'ambiguïté et qu'on va voilà, donc afficher clairement, voilà, qui est un requirement, une spécification. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc avec des suggestions. Voilà. Donc là, on est un petit peu en amont. Et ici, maintenant, je vais passer dans la deuxième étape qui est, donc on a, imaginons, des user stories hein, qu'on a créées via ces spécifications-là. Et ces user stories-là, donc hop, je vais en créer. Donc là, je suis dans une feature qui s'appelle Test Advisor. Donc, on a ici nos user stories qu'on a travaillées. Donc, vous voyez ici, bon, alors effectivement, en termes de. C'est bien fait. Donc, user story set, en tant qu'utilisateur, je veux ça, etc. Avec les critères d'acceptance qui sont à côté. Donc, ce que je vais faire ici, c'est qu'en tant que testeur, expert de testing, j'ai dans ma connaissance des techniques de test. Je sais ce que ça veut dire technique de test et je ne me focalise pas simplement sur la génération de tests chemin courant ou de scénarios invalides. Ici, je vais analyser donc chacune de mes user stories et on a un système de connaissances où on a donné au modèle euh, notre expertise, la définition de l'ensemble de nos techniques de test. Et ce qui se passe, encore une fois, c'est préfet, c'est basé sur des modèles, c'est ce qu'on ne voit pas. Chaque user story est analysée et on a pour chacune d'entre elles les techniques de test, donc les groupes de couverture, et les techniques de test pour chacune de ces groupes de couverture en disant, tiens, voilà, par rapport à ma compréhension
la priorisation du niveau de risque de la user story, je propose ce niveau de couverture, cette technique de test-là, et cet ordre dans l'approche des tests. Ce qui fait qu'on n'est pas simplement dans la génération de cas tests, on va également pouvoir utiliser les modèles euh, dans la recommandation de l'approche de génération de cas tests. C'est ça qui commence à être intéressant. Donc, je ne vais pas tous les prendre, mais je vais en prendre un qui est Process Cycle Test. Alors, Process Cycle Test, si on peut revenir un tout petit peu... Ah oui, mais on va revenir sur ça. Donc, je vais l'expliquer sans faire de slide. C'est une technique de test qui est extrêmement intéressante, notamment pour tout ce qui est ERP, ou même tous les flows, où on va pas simplement se baser sur du fonctionnel, mais sur les points de décision dans des flowcharts. Donc, par exemple, je vais éliminer tout ce qui n'est pas important, et dès qu'on voit un point de décision, où on a un vrai faux qui dit, tiens, voilà, si c'est faux, ben, l'utilisateur va par là. S'il en rencontre une, il y a une boucle qui revient là. On veut valider les ensembles de boucles. Donc ici, c'est donc une technique de test qui s'appelle Process Cycle Test. Donc je vais là-dedans et on va le faire ensemble. Donc je vais choisir un modèle. Alors 4 roues est pas mal, mais bon, c'est assez rapide. Donc quand on fait des démos, je préfère faire 4 roues, mais vraiment, aujourd'hui, c'est plutôt de l'O1 vers lequel on va se tourner. Et on va trouver, euh, ici, je vais essayer d'en trouver une qui est plutôt pas mal, avec les notions de flow. Voilà, là, il y a une notion de requirement de flow. Voilà, voilà. Donc, j'ai utilisé un flow SAP. Voilà. Donc, avec du multimodal. C'est-à-dire, donc là, j'ai une image et un certain nombre de choses qui me définit l'ordre de la création d'un sales order. OK. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que qu'on a en fait une chaîne de prompt, mais pas une chaîne de prompt qui est automatisée un peu comme du RPA. C'est une chaîne de prompt où à chaque étape, notre expertise est en jeu. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, lors de l'étape 1, on demande au modèle, avec des prompts qui sont déjà préconstruits qu'on ne voit pas, d'analyser les situations de test. C'est-à-dire qu'on va décomposer le flowchart de tout ce qu'il a pu voir et on va se dire, tiens, voilà, donc là, on l'a en l'espace de quelques secondes. Ce cas, c'est absolument incroyable quand on voit l'évolution entre l'année dernière et maintenant. Et on voit bien que tout le process est là. Et on a aussi, surtout pour nous en termes de testeurs, tous les points de décision. Voilà, 1, 2, 3, etc., avec le résultat qui est dedans. Donc, c'est un travail qui est déjà pré-mâché. Et donc, le premier point, c'est qu'on a identifié les situations de test. À partir de la création de situations de test, hein, donc on peut les valider ici, hein, j'ai la main, donc disons, je ne suis pas d'accord voilà, sur ça, voilà, je raconte un peu n'importe quoi, mais ce qui est important, c'est qu'ici, le testeur a la possibilité de revoir ce qui est sorti du modèle, hein, ce qui est très important, encore une fois, c'est ce qu'on dit tout à l'heure pour l'expertise. La deuxième étape, qui est... Alors, moi, j'aimerais bien revenir sur cette notion d'état. C'est pas une question, mais Oui. l'idée, en fait, est assez simple. L'IA, on sait qu'elle a des résultats qui sont, on va dire, assez bons si elle a bien été entraînée, si on a fait les bons prompts, etc. Mais même dans le cas où sur à 95%, au final, elle va avoir une vingtaine ou une trentaine d'étapes pour aller du tout début jusqu'à la fin. Et ce qui est fait là, c'est qu'à chaque étape, on vérifie si on est bien dans les 95%. Parce qu'une chance sur 20 d'avoir faux s'il y a une étape, euh, bah, il y a peu de chances que ça arrive. Mais si on enchaîne les étapes, 20, 30 étapes, on est sûr que ça sera faux à la fin. Et l'idée, justement, c'est de réduire ce niveau pour, en fait, réorienter s'il diverge, pour avoir des bons résultats. C'est exactement à tout point, en fait, vraiment à tout point dans une activité. Alors là, je suis dans une activité de création de cas test par rapport à une user story. Effectivement, c'est très important de pouvoir avoir le contrôle sur Hmm. chaque étape. Donc voilà. Donc ici, à partir, encore une fois, d'un document multimodal de spécification qui n'était même pas organisé en termes de user story, on a extrait les situations de test que de toute façon doit faire le testeur pour identifier les points critiques dans un workflow. Et à partir de là, on en a généré donc ici 8 cas de test. Donc ici, on a un résumé avec les étapes qui sont couvertes, la description. Et après, vraiment quelque chose qui est utilisable, hein, qu'on pourrait pratiquement passer à l'automatisation. C'est voilà, le cas test numéro un, voilà les steps, voici les acteurs, voici des data
pour l'instant, ce sont des cas tests qui sont, on va dire, logiques, qui sont... Peut-être Antoine, parce que effectivement, hein, là dans le cas d'usage, je trouve que tu illustres vraiment bien, mais je pense que c'est intéressant aussi que tu présentes les chiffres que tu as et je te propose de revenir au slide sur le ROI parce que finalement on a compris le sujet, hein, c'est-à-dire à la fois des capacités et en même temps eh bien, l'obligation de s'assurer de reprendre et quel est le bilan, hein? Et donc, je trouve ça intéressant de parler du bilan. Et puis après, on reviendra un peu sur les questions justement de déploiement dans les organisations. Donc, je vais maintenant revenir sur les Ouais. slides et pour que tu puisses justement présenter un peu les premiers chiffres. Donc, Oui, parce qu'il reste assez peu de sur temps. voilà, bah, c'était mon intention de partager avec vous de bien gérer le temps. Donc, voilà. On a Parce fait, que c'est la question que finalement tout le monde se pose à la fin de la journée, hein, qu'est-ce qu'on a gagné? alors, on a fait, nous, de notre côté, plus d'une centaine d'expérimentations de pilotes avec l'outil que je viens de vous montrer. Et j'ai pris quatre exemples qui sont effectivement extrêmement représentatifs. Si on regarde tout de suite à droite, on va avoir les notions de productivité. Alors là, on est en notion de productivité en termes de temps. La notion de productivité en termes de qualité, elle est un peu plus compliquée, mais je l'ai aussi validée également. Donc là, on est vraiment la productivité en termes de temps. Le point ici, c'est qu'on a dans les exemples, les trois premiers exemples, c'est on part d'un user story et on veut générer des cas de test. Donc on a vraiment comparé deux équipes. Donc on a mis une équipe qui fait ça manuellement dans son coin et une équipe qu'on a dotée de l'outil que je viens de vous montrer là. Ce qu'on peut voir, c'est que euh, quand la user story est mal faite, on a la première colonne orange, la pré-process effort, un effort très important d'amélioration de l'entrant. Quand l'entrant est pas bon, euh, la qualité de ce qui sort en cas de test, ce qui n'est absolument pas surprenant parce que c'est la même chose quand on est en mode réel humain, n'est pas bon. Et donc, il y Hein. a effectivement un effort extrêmement important à faire sur la qualité de l'entrant, d'où cette notion de pré-process effort qui impacte cette notion de productivité. C'est le quotidien des testeurs, hein, garbage in, garbage out, c'est une constante du logiciel, hein. C'est sûr que effectivement, s'il y a pas cet effort auquel peut contribuer l'IA d'améliorer les intrants, les bases de test, hein, comme on dit en ISTQB, évidemment, c'est un problème ensuite. C'est très, Et l'IA le montre bien, quoi, ici. ça, vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un miroir de la qualité de notre travail, mais pas simplement en termes de testeurs, en termes Mm, de groupe. On est héritier de la qualité de ce qu'on a et en fait, les modèles le mettent en avant. mm, Ils vont faire aussi bien que ceux avec quoi, alors ils sont entraînés, mais ceux à quoi ils ont accès. Et on le mm. voit bien effectivement dans la user 3 ou 4, ou dans la user 3, en fait, c'était une évolution avec un autre de nos clients où la qualité de l'entrant était supérieure. Donc, forcément, la notion de pré-process, donc de la qualité des entrants, était bien mieux. Et donc, on arrive en termes de gain de productivité. Et le 4, ça, c'était un peu le Graal où on est arrivé effectivement où la qualité des entrants était vraiment bien. Et on voit tout de suite qu'on arrive à des niveaux de gain de productivité en termes de temps bien supérieurs. Alors, Mm. ça, c'est un point, effectivement, je trouve à un moment donné, d'un point de vue industrie, hein, dans le test, il va falloir qu'on aille au-delà simplement de la notion de productivité en termes de temps, mais qu'on aille véritablement dans la qualité. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui nous intéresse tous. Mm. Et on a vu, alors je ne le partage pas dans cette slide-là, mais plus une user story est complexe, plus elle est de niveau élevé en termes de risque, plus les modèles sont efficaces. Alors, ça n'était pas l'année dernière, mais avec les nouveaux modèles, que ce soit O1, que ce soit même ceux de Gemini ou d'Anthropic, on arrive à avoir un degré de précision en termes de qualité, en termes de génération de cas de test, si on applique les techniques de test, qui franchement est assez impressionnante. Donc, Mm. encore une fois, ça ne remplacera pas ce qu'on fait, mais voilà, c'est à nous de valider tout ça. Ouais, bah écoute, c'est vraiment intéressant parce que vous savez qu'il y a des domaines qui sont plus avancés que le nôtre, hein, comme par exemple dans le dev, il y a des statistiques qui ressortent. Vous pourrez regarder Stack Overflow
justement les gains. Et je trouve que ces chiffres sont récents, hein, du fait de la parcellisation des activités dans le domaine du test. Donc, bah, c'est extrêmement intéressant. Après, évidemment, je pense que chacun voudra les corroborer dans son contexte. Alors, si ça vous va, Marc-Antoine, je vais enchaîner un petit peu sur les trois derniers slides, hein, pour tenir le temps. Alors, Oui. euh, lorsque, avec ce que nous a montré Antoine et ce qu'on connaît tous, hein, de l'IA générative, il y a finalement trois modalités d'utilisation de l'IA générative pour le test et qui posent les questions de justement finalement des déploiements. Il y a la modalité classique au travers des chatbots IA avec la capacité justement à bien exploiter les techniques de requêtage, hein, donc les techniques de prompting que vous voyez au tableau. Il y a un environnement comme Amplifier qui va guider finalement, accompagner sur le, sur le workflow de travail bah, les différentes tâches avec bah, des prompts prédéfinis, mais aussi un environnement qui aide. Et puis évidemment, il y a des outils de test qui commencent à intégrer et c'est totalement masqué à l'utilisateur. Et je dirais que pour revenir à la question euh, qui est une question essentielle aujourd'hui, hein, des compétences, eh bien, on va en fait avoir ces différentes modalités et situations d'utilisation de l'IA dans nos activités de test. Et je pense que même en situation masquée, il est impératif que notre profession se dote d'un niveau de compréhension de la technologie suffisant pour en avoir finalement une maîtrise opérationnelle. Et ça m'a fait penser au cycle de montée en compétences qu'on a eu collectivement sur l'agilité sur la décennie, on va dire 2015, enfin non, début des années voilà 2012, de 2020, un petit peu moins d'une décennie, où on a vraiment acquis la méthode agile. Eh bien, on est face au même phénomène, mais avec une dimension, disons, plus technique et plus nouvelle. Et ça, et vraiment, ça, voilà, c'est au cœur je crois, de la bonne maîtrise, il y a les compétences des organisations et des équipes. Et juste pour rebondir et pour terminer aussi, pour qu'on passe à quelques questions, hein, qu'on continue les questions, bah évidemment, cette compétence à acquérir collectivement dans l'organisation, dans l'équipe et par les individus, c'est aussi lié au risque de l'IA générative, hein. Ces risques sont importants du point de vue du potentiel d'erreur qu'on a évoqué, mais aussi sur d'autres aspects, sur les coûts, sur l'impact environnemental par la consommation d'énergie que ça induit, et puis bien sûr sur les risques liés à la à l'évasion de données. Donc c'est des choses maîtrisables dans l'ensemble des cas, mais qui nécessitent voilà, une capacité à aborder ces sujets avec une certaine compréhension. Voilà, hein, donc ce leitmotiv pour la montée en compétence finalement de l'ensemble des organisations à un niveau qui permet voilà, de maîtriser. Puis je terminerai là-dessus, hein, on a un peu défini un cycle finalement ce cycle entre découvrir, initialiser, cadrer les usages, exploiter, itérer pour avoir l'ensemble des bénéfices, c'est pas un cycle unique. Il peut y avoir plusieurs cycles qui, en même temps, se déroulent à des niveaux différents sur plusieurs cas d'usage. Parce que on n'est pas obligé de commencer tous les cas d'usage en même temps et il est même plutôt souhaitable de commencer par un cas d'usage, comme par exemple le raffinement des user stories, l'amélioration des critères d'acceptation, la génération des conditions de test. Ça, c'est un très bon starter, hein, comme d'ailleurs l'avait évoqué Antoine. Mais vous voyez, donc on va être dans un cycle finalement de POC, de priorisation, de mutualisation, d'outillage aussi. Et puis, évidemment, on va être en mode récurrent à un moment donné. Et ça, toutes les organisations, finalement, font ce chemin avec, évidemment, il n'y a pas un chemin unique, mais il y a des améliorations de maturité qui est le sujet d'aujourd'hui pour notre profession. Alors c'est vrai qu'on est toujours, on est toujours, on est face quand même à une technologie qui est récente pour nous, hein, qui n'est pas forcément récente pour peut-être pour d'autres professions, mais pour nous, elle est relativement récente. Donc on doit toujours, je pense, l'aborder avec peut-être une forme d'humilité. On est toujours en mode expérimentation. Alors effectivement, moi, de temps en temps, j'ai certaines sociétés qui me demandent d'avoir une dizaine de références, etc., etc. On n'est pas on n'est pas dans une techno type automatisation Selenium, Appium, Jenkins qui a déjà fait ses preuves. On est toujours dans un mode où
il faut hyper contextualiser l'utilisation des modèles et y aller pas à pas. Et d'ailleurs, pour commencer, euh, je conseille toujours de commencer par une équipe qui est très mature. Et par exemple, voilà, je veux générer, je sais pas moi, des jeux de données. Donc c'est une équipe qui utilise un fichier source anonymisé, qui comprend les patterns, la diversité du fichier source et qui dit, voilà, je sais à quoi doit ressembler mon sortant parce qu'on en a plusieurs. Et à partir de là, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir faire du rétro-engineering sur ce cas d'usage-là, qu'on va pouvoir enrichir parce qu'on connaît la manière dont l'homme, donc nous arrivons d'un entrant à un sortant. Et si on commence par des cas d'usage qui sont peut-être un peu trop complexes, dont même les experts n'ont pas fait le tour, c'est pas très clair. C'est pas clair. Donc il faut y aller vraiment au pas à pas. Et quand qu'on veut vraiment mettre en place une première expérimentation, je conseille de le faire dans une équipe qui est plutôt solide pour pas arriver, on va dire, à des équations à quatre inconnus. On ne comprend pas les modèles, on ne comprend pas les prompts, on ne comprend pas l'entrant, puis surtout, c'est qu'on n'a même pas le sortant. Donc là, ça fait beaucoup trop. Donc il faut assez. Exactement, exactement. Je suis bien en phase avec ça. Alors, peut-être pour terminer, hein, Marc, tu as envie de pouvoir qu'on ait un peu de temps pour les questions. Là, Juste, j'allais en poser une, justement. Donc, Il y a une ouais, question très bien de deux, Rémi. Y a-t-il un risque ju- d'enfermement des tests qui est vraiment très, très alors, intéressante. je voulais juste partager deux initiatives communautaires, hein. D'abord, l'enquête, parce qu'on est à ce stade de découverte et c'est important de partager un peu les points de vue, pardon, les points de vue de chacun. Donc, s'il vous plaît, prenez le temps de répondre à cette enquête et ayez les résultats en primeur. Voilà. Et puis l'autre, bah, c'est la journée thématique de partage que le première journée, hein, du domaine organisé par le CFTL. Donc voilà, c'est le 21 janvier. Et puis du coup, je vous invite à regarder le programme qui est en ligne. Vous verrez, il y a à la fois des tutos et des retours d'expérience justement sur des grands comptes. Donc ça va vous intéresser. Marc-Antoine, oui, vous vouliez voilà. rebondir sur les En fait, questions. Je vais oui, revenir parce que peut-être sur euh, ouais, ce slide-là. Antoine parlait d'expérimentation. Et justement, une question de Rémi Pallier, est-ce qu'il y a un risque d'enfermement des tests dans une bulle auto-nourrie par le LLM, avec création potentielle de tests peu efficaces et de moins en moins efficaces? Euh, c'est un peu la dérive dont je parlais, avec l'importance d'avoir un contrôle humain qui va regarder. C'est un outil donc qui doit faire des choses pour nous, pour les humains. Il ne faut pas le laisser tout seul. Il y a eu des expérimentations il y a quelques années avec des chatbots qui parlaient entre eux, qui communiquaient et qui, en fait, ont créé leur propre langage pour être plus efficace parce que notre langage n'était pas forcément très performant ou efficient pour ce qu'ils avaient à faire. Alors, d'un point de vue test, je vais reprendre les deux grandes approches. Première approche, c'est, on va dire, une approche par expérience. Par persona, donc dans lequel je mets du crowd testing et ce genre de choses. Premier point, c'est qu'on doit, pas parce qu'il y a les LLM, on ne doit pas arrêter de faire ça. Donc cette approche par expérience, qu'est-ce qui se passe quand je fais un retour sur le navigateur? Qu'est-ce qui se passe si je fais un refresh? Qu'est-ce qui se passe si ça? Tout ça, ce sont pas des cas d'usage qu'on va laisser au modèle, ce sont des cas d'usage très très humains que j'appelle experience-based testing. Et je vois pas encore les modèles véritablement prendre un essor par rapport à ça. Alors, ça peut être intéressant dans la génération peut-être de création de cas tests un peu valides, mais pour l'instant, je laissais ça. Là où les modèles sont vraiment intéressants, génératifs est intéressant, c'est dans la faculté d'utiliser, de générer des cas tests vraiment par rapport aux techniques. Par rapport aux techniques, c'est comme je l'ai montré tout à l'heure, que ce soit dans la notion de couverture, dans la notion d'utiliser par exemple des techniques comme pairwise testing, dans la notion de génération de cas tests, par exemple les tables de décision. Tout ça, les modèles sont extrêmement forts. Encore une fois, c'est dans l'accélération et la génération de cas de tests, parce qu'il y a un modèle de raisonnement. Ici, on n'est pas dans j'ai testé ça dans le passé, donc on va continuer à entraîner le modèle par rapport à ce que j'ai testé, qui effectivement pourrait générer une forme d'enfermement. Donc, je dirais oui et non, mais j'aurais plutôt tendance à vers non si nous, en tant qu'humains, on garde le contrôle. Euh, On va prendre une dernière question qui est plus sur de l'ordre du Green IT.
Alors voilà, il y a pas mal d'études qui sont faites, mais elles sont assez récentes, sur le coût d'une requête ChatGPT euh, aux alentours de 10 requêtes Google. Généralement, c'est ce qu'on voit. Il y a d'autres études qui ont été faites, ça va dépendre des modèles en plus de LLM. Mais au niveau coût environnemental, quel va être ce coût? Est-ce qu'il va pas être plus cher que faire du test manuellement et autres? Alors, pour l'instant, on est plutôt sur de la perception en termes même de tests actuels. Qui aujourd'hui peut dire combien ça coûte en termes d'impact environnemental un test manuel, hein. Et il y a l'automatisation, les environnements, etc. Il y a énormément de choses. Donc ça, j'ai un peu passé du temps dessus. En revanche, il y a un point qui est important, c'est que la façon, effectivement, les modèles, de toute façon, ne sont pas les amis de l'environnement. Ça, c'est absolument clair. En revanche, effectivement, ça va être très compliqué de ne pas les utiliser parce qu'effectivement, on a montré qu'il y a énormément de valeur. Maintenant, c'est la manière, l'efficience dont on va les utiliser qui va être primordiale. C'est-à-dire que si on commence à jouer avec ça pour écrire des centaines de prompts pour générer 10 cas tests, là, ça va être hyper négatif. Donc, c'est pour C'est ça ça. qu'il va falloir, n'importe qui peut créer une plateforme, qu'on qu'on crée quelque chose qui minimise le nombre d'interactions, qui minimise les instructions et qui maximise la qualité de ce qui sort. Mais c'est encore un art extrêmement compliqué Hmm. de créer tout ça, minimiser les interactions et maximiser le retour. Et c'est ce vers quoi on doit y aller. Et on a également, nous, effectivement, aussi une responsabilité très claire dans l'utilisation de ces outils-là dans notre métier. Et ça, c'est Oui. une très bonne question. Mais l'élément favorable à ça, hein, c'est-à-dire au fait qu'on ait une réflexion de sobriété sur l'utilisation de l'IA, c'est les coûts. C'est-à-dire que les coûts sont directement dépendants de la puissance et du nombre de tokens et donc de la consommation derrière de GPU, hein, d'infra. Donc ça nous motive collectivement et ça motive nos décideurs aussi à avoir un usage sage de l'IA. Donc je crois assez à ce scénario. C'est-à-dire qu'effectivement, on est dans une période d'apprentissage, mais on va arriver à trouver à la fois les bons cas d'usage et la bonne utilisation efficiente, y compris d'un point de vue du coût énergétique, parce que le coût énergétique sera le coût financier. Mais ça reste à faire, hein. Mais vous voyez, je relie les deux. C'est-à-dire cette vigilance sur les coûts environnementaux rejoint la vigilance sur les coûts financiers pour les organisations et nous motive à effectivement avoir la parcimonie que Antoine évoquait. Ah, et l'IA ne sera pas la solution à tout, hein, des fois, il va y avoir des outils qui n'utilisent pas l'IA qui vont être moins gourmands et qui vont être tout aussi efficaces. Euh, C'est ça. le webinaire est fini. Merci à tous. En janvier prochain, normalement la dernière semaine de janvier, premier webinaire 2025 de la taverne, et nous parlerons de maintenir, voire améliorer la qualité lors d'une transformation. Voilà, c'est des choses qui ne sont pas toujours simples. Souvent, il y a des transformations et on nous dit, ah oui, mais la qualité en ce moment, elle n'est pas au top parce qu'on est en transformation. Ben, nous, on essaiera de voir comment on fait pour améliorer et maintenir cette qualité lors d'une transformation. Encore un grand merci, Bruno et Antoine. Et merci à tous ceux qui ont écouté en direct ce webinaire et ceux qui vont l'écouter en podcast. Merci à vous, merci beaucoup pour les échanges et merci Marc pour voilà la, la création de cette belle initiative. Au revoir, Merci à vous. Au bonne revoir. journée. À bientôt.